Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, et ça, tu as des études qui le montrent, la croissance du PIB d'un pays n'est pas égale, voire inversement corrélée, à la croissance des marchés du pays. Ça m'énerve quand j'entends des personnes me dire ah ben le PIB, la croissance non, mais ça n'a rien à voir, de ce pays est élevé, croissance à deux chiffres, donc il faut investir en mais ça n'a rien à voir. Pas du tout, Les mecs ils confondent stock et flux. Ouais, exactement. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. Aujourd'hui, je suis avec le délinquant de la finance, Jolan. Ça commence bien. Comment ça va? Écoute, ça va nickel. Bah, merci pour cette invitation sur ta chaîne, c'est un honneur d'être ici. Donc... Avec plaisir. Est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es un délinquant de la finance? Ce sera l'occasion d'en discuter. Et ben écoute, je suis là pour répondre à l'interrogatoire, de toute façon. Pour la faire très très courte, je suis le fondateur de Boursogramme. Donc c'est une page à la base, c'est parti d'une simple page Instagram où je racontais un petit peu mon parcours sur la bourse et l'investissement. C'est vraiment plutôt là que je suis axé, majoritairement là. Et puis en fait ça a bien grossi, c'est en 2022, ça a bien grossi, etc. Aujourd'hui, on a accompagné 800 personnes, on a plus de 50 000 abonnés sur Instagram, on commence à arriver sur YouTube et sur LinkedIn. Et c'est assez dingue parce qu'en fait, je fais tout simplement juste partager à la base tout ce que je savais, parce que je trouvais rien de ce genre sur Instagram. Et aujourd'hui, on a énormément de publications. Honnêtement, je suis très content, on a une communauté qui est géniale, ça avance très bien et voilà un petit peu ce que je peux dire. Ouais, félicitations. Merci. Alors, quand je dis délinquant de la finance, évidemment, je rigole. Et c'est vrai que Boursogramme, ça ressemble à un nom qui existe. Et donc, tu es l'homme qui s'est fait attaquer par la filiale d'une grande banque française qu'on ne nommera pas. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sauront plus ou moins faire le parallèle. Est-ce que tu peux nous expliquer on va pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même, on va dire, personnel ou pas. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que le nom peut est-ce qu'il peut porter à confusion? Je sais pas, mais voilà, tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que tu es aussi entrepreneur quand même. Donc c'est ça, exactement. Et en fait, si tu veux, en vrai, c'est une histoire avec du recul qui est assez incroyable. Sur le moment, c'était un peu moins drôle. Mais pour la petite anecdote, donc je crée Boursogramme février 2022. Et donc ça se passe bien, etc. Pourquoi Boursogramme? Tout simplement parce que c'est un mix entre Instagram et bourse, tu vois. On sait pas plus se casser la tête. D'ailleurs, c'est Julie qui a trouvé le nom de Boursogramme. Félicitations à Julie. Et en fait, ça sonnait hyper bien. Enfin, moi, j'adore, tu vois, le nom Boursogramme, je trouve que ça sonne trop bien. Et donc, en fait, au fur et à mesure du temps, tout était brandé Boursogramme. Enfin, tu vois, la bourse aux lettres, c'était ma newsletter. La bourse aux news, c'était l'actualité, tu vois, quotidienne, etc. Tout était brandé là-dessus. Sur Instagram, ça commençait vraiment à devenir un mouvement, entre guillemets, à petite échelle. On parle toujours que de bourse, mais voilà, donc c'était assez fou. En novembre, j'enchaîne mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, etc. Je suis papa depuis en novembre, depuis 2 mois, donc ultra fatigué. Je reprends le taf, je suis dans des conditions qui sont extrêmement difficiles à ce moment-là, tu vois. Et il y a des trucs qui s'accumulent, etc. C'est un mois en termes de chiffre d'affaires qui est plus difficile. Et là, je reçois un courrier de, voilà, comme tu dis, une certaine filiale. Ça, c'est la loi des séries en règle générale. Ouais, c'est ça. Exactement. Quand on a un, c'est vraiment des dominos. Et là, du coup, je reçois le courrier qui dit qu'en fait, justement, nous, on avait fait le dépôt de marque de Boursogramme et une certaine marque, enfin une certaine entreprise s'est opposée à ce dépôt de marque. Et le problème, c'est que derrière, ils nous ont envoyé une lettre en nous demandant de retirer la mention Boursogramme et bourse aux lettres. Donc, ils avaient quand même fait les recherches, tu vois, ils étaient peut-être même inscrits à la newsletter. Peut-être qu'ils te suivaient depuis plusieurs mois. Mais oui, mais je pense qu'ils étaient trop fans, en fait, du travail, tu vois. Et donc, du coup, ils avaient demandé à ce qu'on retire tout ça. Avec du coup évidemment toutes les contraintes que ça implique, c'est-à-dire que premièrement ça veut dire supprimer toutes les publications, et donc qui dit supprimer toutes les publications dit déjà qu'il faut refaire tout le travail, et en plus de ça forcément Instagram, s'il voit que tu supprimes toutes les publications du jour au lendemain, ton compte tu vois, il est fermé, quoi. Oui, en fait ils se prennent pas plus la tête, au moins t'es shadowban, et ça c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est qu'ils ferment ton compte. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que du coup il faut rebrander absolument tout ce que tu as créé. Donc en fait c'était un gros problème. Pendant 1 an, bataille judiciaire, etc. J'avais une avocate qui est exceptionnelle, vraiment, que je recommande à 2000%.
Et finalement, en 2023, un an plus tard, on a gagné. Et donc on était très très contents. C'était novembre 2023, je crois, où on a vraiment... Donc presque un on a an eu pile, quoi. presque un an pile plus tard, on a eu cette bonne nouvelle. Là, ils nous ont réattaqué pour d'autres raisons, etc. Mais bon, voilà, on se bat. Belle bataille. Belle bataille. Et on te souhaite bien du courage dans cette bataille. Mais tu sais, j'ai appris quelque chose, au moins, c'est que, en fait, et c'est ce que m'a dit mon avocate, c'est que c'est pas une question de taille d'entreprise, c'est pas une question de pouvoir, c'est simplement une question de droit. Et le droit, c'est le droit, et à partir du moment où tu es dans ton droit, tu gagnes, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. C'est l'avantage quand même de pays comme la France, il Ouais. faut le dire. Oui, c'est qu'à partir du moment... Enfin, toute personne a le droit de toute façon de se défendre Ouais. en justice, que tu aies tort ou raison de toute manière. C'est ça. Et après, tu as un code, code du commerce, code civil, de la propriété industrielle dans ce cas de figure, j'imagine, Ouais. ou propriété intellectuelle plutôt, ouais. pardon. Ouais. Et donc après, à toi de faire valoir tes droits en justice, et visiblement ça a fonctionné. C'est ça. Pour l'instant, on est très content, on a fêté ça. On n'était pas invités alors. Hein. Écoute, pour la prochaine victoire. Vu qu'il y a une deuxième bataille. La question qui se pose, c'est donc tu as lancé ça en 2022. Ouais, c'est ça. Février 2022. Février 2022. Donc 2 ans à quelque chose près après le Covid. Ouais. Et donc toi, comment tu as commencé à la fois à investir, et donc un petit peu ton profil, c'est quoi? On va pouvoir en discuter. Et pourquoi tu as lancé Boursogramme, tu l'as dit, parce que tu trouvais pas forcément ce genre de contenu sur Internet. Mais pourquoi tu étais consommateur d'Instagram à la base? Ouais, bah écoute, vas-y, je te propose de répondre en plusieurs étapes. Il y a plusieurs questions. Comment j'ai investi? Bah en fait, j'ai investi un peu avant du coup, enfin en 2018. J'ai commencé à me renseigner sur ça parce que, en gros, j'avais eu un déclic en 2018. Ça faisait quelques années que je travaillais déjà. J'étais en quoi 2018? Je venais d'avoir mon... C'est quoi? Non, c'était juste avant que je sois en contrat. Justement, j'étais encore en alternance. Ok. Et c'était juste avant d'avoir mon contrat. Peu importe, on s'en fout en fait. Et là, j'ai eu un gros déclic parce qu'en fait, j'avais appris à ce moment-là le décès, je crois que je t'avais raconté, d'un collègue. D'un des collègues que j'avais. C'était pas le collègue le plus proche, mais c'était d'un des collègues que j'avais. Ça m'avait créé vraiment un choc, on va dire... psychologique, parce que c'est la première fois que je côtoyais la mort de si près, tu vois. Et en plus de ça, avec du recul, plus le côté où, en fait, il était à 2 ans de la retraite. Il a bossé toute sa vie sur un travail qui n'est pas spécialement méritant, je trouve, pour arriver à peine à la retraite à profiter, on va dire, de ses enfants et petits-enfants, et ne même pas pouvoir en profiter. Donc ça m'a vraiment créé un choc où je me suis dit, il y a un problème en fait dans la vie, on va dire, ou la vie en fait comme on la conçoit aujourd'hui, tu vois, comme elle est proposée, en tout cas, le parcours lambda. Donc ça m'a créé un truc. Donc je me suis intéressé à l'argent, à l'entrepreneuriat, à ces concepts-là. Et puis je suis tombé sur l'investissement. Et l'investissement au début, tu sais, on te vend beaucoup de vents, de rêves, etc. En plus, il n'y avait rien en France. Toi, je crois que tu étais déjà là en 2018, non? Alors je sais pas à quelle période de l'année en 2018. Moi, Ouais. je l'ai écrit en septembre Ouais, 2018. c'était avant alors. Mais tu sais, le temps que quand te référence sur les réseaux, etc., C'est ça. ça a mis du temps. Donc Ouais. moi, finalement, je l'ai créé en septembre 2018, la chaîne YouTube. Mais de septembre à juin de l'année suivante, donc 2019, tu vois, c'était le temps de se faire connaître. Finalement, j'étais pas du tout vraiment présent sur les réseaux, quoi. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est ça. Parce que moi, j'avais rien trouvé en France, en tout cas. Donc c'était plus contenu américain, tout ça. Ouais. Et en fait, du coup, après, j'ai fini par tomber sur la bourse. J'avais un pote qui se renseignait énormément sur la bourse, mais en fait, c'était maintenant avec du recul, je me dis, mais c'est catastrophique, tu vois, ce qu'il me conseillait. Donc je suivais un peu ce qu'il Trading, disait. copy trading. Clairement, des c'était trucs comme ça. full trading et Il y avait copy beaucoup trading. de MLM aussi à cette période-là. Énormément, ouais. Et puis c'était après, un peu plus tard, tu as eu la période un peu penny stocks, etc., Ouais. où les gens étaient à fond penny stocks et tout. Donc du coup, voilà, après, bref, c'est comme ça que je me suis introduit à la bourse. Après, on va dire, au fur et à mesure du temps, je me suis quand même un peu plus formé, j'ai un peu plus lu, etc. Et pourquoi Boursogramme? En 2020, le Covid, effectivement, je pense que ça a créé un déclic chez tout le monde. Ouais. Et en 2020, je m'étais dit, putain, mais il n'y a personne qui parle de bourse. Je me rappelle, Julie, je lui en avais parlé, je lui ai dit, mais je vois plein de pages d'immobilier, tu sais, il y avait énormément de l'investissement immobilier, c'était le truc, tu vois. Et je me suis dit, mais ça manque de bourse. Et en fait, la bourse, c'est simple. Globalement, c'est simple, tu vois. Donc en fait, on pourrait faire quelque chose. Et voilà, classique, hein, procrastination. Et donc je n'ai rien fait. Honnêtement, c'est un gros regret. Donc j'ai absolument rien fait. Et je me suis dit, bon, on verra bien. Ouais, puis là, en ce moment, je suis sur d'autres projets, trucs, etc. Tu te trouves des excuses. Et en 2022, donc ça m'a relancé. Mais en fait, en 2022, parce que déjà, j'avais accumulé pour le coup vraiment beaucoup plus d'expérience et de choses à dire en bourse, en finance, etc. Et en plus de ça, c'était un mois après que j'ai su que tu vois, Julie était enceinte du petit. Et donc, je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que je fasse quelque chose et que je sorte
il faut que je sorte de ce système, entre guillemets, et que je fasse mon propre chemin. Mais par rapport à ce que tu disais, le déclic, je pense que... Alors, tu as eu de la chance parce que tu l'as eu relativement jeune, par rapport à des personnes qui prennent conscience de l'importance d'investir parfois... Alors, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Mais c'est vrai qu'une personne qui commence à investir dès qu'elle part à la retraite, elle aura en tout cas une appétence au risque moindre par rapport à une personne qui a un déclic. Alors là, c'est exceptionnel. Mais il y a des personnes à 16 ans, 15 ans. Putain, tu te dis... eux, ils vont finir millionnaires à 35 ans, quoi, ou à 40 ans. Et c'est vrai que hier, je faisais une conférence et par rapport à la retraite, tu dis, il y a l'âge de la retraite, de départ à la retraite, qui est repoussé avec la réforme, etc., mais qui fait prendre conscience à beaucoup de personnes. Mais ce qui est important, c'est l'âge de départ à la retraite en bonne santé. Parce que typiquement, ton collègue, paix à son âme, qui devait partir à la retraite 2 ans plus tard, c'est typiquement, ça concerne beaucoup de personnes, et la moyenne d'âge de départ à la retraite en bonne santé, c'est aux alentours de 63 ans, que tu sois une femme ou un homme. Donc tu pars à la retraite, tu es censé profiter d'une vingtaine d'années, a priori, puisque l'âge de décès, c'est aux alentours de 80 ans, l'espérance de vie, et au final, tu te retrouves à partir à la retraite en mauvaise santé. Et donc, le peu d'épargne que tu as accumulé, parce que souvent, on n'a pas pu mettre beaucoup de côté, ou suffisamment de côté, parce qu'on n'a pas eu d'éducation financière, on l'a mal investi, il y a eu l'inflation, il y a eu des frais, etc. Et au final, tu te retrouves à devoir taper dans cette épargne pour payer tes frais de santé en tout ou partie. Donc, clairement, c'est un deal qui est pas à notre avantage, quoi. Clairement, ouais. Toi, comment tu investis? Donc, tu as eu ce déclic. Tu as dû faire comme beaucoup de gens, t'intéresser au trading. En tout cas, ça a été mon cas aussi. C'est-à-dire que tout le monde te vend le trading. Et là, il y a eu un excellent reportage qui est sorti il y a quelques jours ou une semaine de Cash Investigation. J'arrête pas de le mentionner sur les arnaqueurs, influenceurs, copy trading, MLM, etc. Moi, je m'en souviens quand j'ai démarré, tu avais plein de personnes. Du coup, je commençais à avoir de plus en plus d'abonnés. J'en avais pas non plus énormément. Et qui me disaient, putain, mais toi, tu pourrais faire du MLM parce qu'avec toute la communauté que tu vas pouvoir faire grandir la pyramide. Mais hors de question. Non, mais c'est clair. Hors de question. Il est hors de question que j'arnaque ma communauté, je fais quelque chose, j'essaye de construire, c'est pas pour me tirer une balle dans le pied. Mais c'est pour ça que tu es encore là. C'est parce que tu as réfléchi au long terme aussi et que tu as toujours été honnête. Exactement. Mais il était hors de question que je fasse du MLM, mais je pense que tu as connu aussi ça, où toutes les personnes commencent à te démarcher, viens faire du MLM, fais du copy trading. Ouais, clairement. Et le trading, peut-être tu l'as testé aussi. Ah ouais, non, mais franchement, mais la même chose que toi, c'est-à-dire que trading, j'ai testé parce que je me suis dit que 10% par an, c'est pas suffisant. Si j'avais 10% par mois, ça irait beaucoup plus vite. Tu vois, tu fais des calculs d'intérêt composé et ça te monte à la tête en fait, parce que c'est sûr qu'avec 100% par an, c'est exponentiel en plus. Voilà, c'est ça. Et donc ouais, trading, tous les investissements thématiques, toutes les modes, à l'époque, il y avait le cannabis, c'est la hype du cannabis, etc. Donc toutes ces modes-là, c'est pareil, tous les penny stocks, tu vois, beaucoup de shitcoin aussi, pendant vraiment grosse période crypto et tout. Ouais, non, pareil que toi. Et pareil, énormément d'opportunités. Très vite, quand tu construis une audience, donc ça c'est plus sur le pan, on va dire, entrepreneurial, tu as énormément d'opportunités de cash rapide, mais en fait, il faut pas le faire par éthique, c'est la moindre des choses de respecter son audience. Ça, c'est la base, je pense. Quand tu as une audience, tu la respectes. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, c'est pas du long terme. C'est-à-dire que, en fait, tu as des vieux partenaires, mais moisis. Mais en fait, moi, je trouve ça honteux de partager des choses comme ça. Et ça a été beaucoup partagé, tu vois, par d'autres. Mais il faut pas y aller, en fait, parce qu'il faut juste faire ses recherches. Ça prend vraiment quelques minutes déjà de faire des recherches pour se rendre compte que c'est des mauvais partenaires. Et quand tu prends vraiment le temps, tu te dis ok, ils sont vraiment catastrophiques. Et plus le temps passe, maintenant ça fait que 2 ans que je suis là, donc c'est pas grand chose 2 ans, mais rien qu'en 2 ans j'ai vu des partenaires qui se sont cassés la gueule, et en fait où fallait pas y aller, quoi. Tu vois, t'essayes de respecter ton audience. Il y en a plein, mais tout le temps. Et ça continue en fait. Ça s'arrête jamais, ça. Et le pire, c'est que plus c'est gros, plus ça marche. C'est-à-dire que plus t'es un gros arnaqueur, et plus ça marchait. Typiquement, t'avais le cas dans les cryptos. De Terra Luna qui s'est cassé la gueule. À la base. Le truc, il proposait du 20%, mais il y avait tout le monde qui allait dessus, quoi. Ça choquait personne. Voilà, c'est normal. Alors que les taux étaient à 0%, c'est normal. Et le pire, c'est que tu passais pour le mec vieux jeu, quand tu disais qu'il fallait faire gaffe, non, regarde, c'est du rendement garanti, truc, etc. Il n'y a que le temps, en fait, ça qui permet de savoir ça.
Et du coup, concrètement, comment tu pourrais te définir en tant qu'investisseur? Quel profil tu aurais? Si je prends mon exemple, tu vois, moi, je vais être pro ETF, Mm. ce qui n'empêche pas que j'investisse dans les actions. C'est-à-dire j'ai mon portefeuille qui est composé en majorité d'ETF, surexposé entre guillemets, mais et attention, je dis bien, c'est pour mon profil de risque, mon Bien sûr. appétence au risque, et ça s'applique pas à tout le monde, mais qui est surexposé aux États-Unis et dans le secteur technologique, parce que j'y Ok. crois et que c'est mes convictions personnelles. Donc déjà, chacun voilà, a des croyances spécifiques, avec une exposition aux actions, et là, comme c'est sur le PEA, c'est majoritairement des actions de luxe. Et je regrette pas du tout mon choix parce qu'avec notamment C'est pas mal. j'ai du Hermès et je suis MA10. à 200% de performance. En combien de temps? Sur Hermès, je l'ai acheté il y a peut-être Hermès, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. C'est incroyable. C'est joli, ça fait x3, Ouais, donc franchement, c'est 2-3 ans, mais c'est Hermès, joli. c'est trop puissant. Et je crois qu'elle est à 2000 euros, le prix de l'action à 2000 Ouais. euros, donc tu fais le prix x3, j'ai pas en tête, mais je l'avais acheté vraiment pas cher, quoi. Ouais. Et Trop pareil cool. pour Céline, elle a même de meilleures performances que moi, parce que moi j'en ai racheté, du coup ça fait baisser mon Ouais. PRU, Ok. et du coup elle a de meilleures performances. Mais comment tu pourrais te définir toi en tant qu'investisseur? Bah, attends, je rebondis parce que vraiment Hermès, c'est une entreprise Elle est géniale, qui est, cette qui est entreprise. incroyable, qui est Ouais. trop forte. Qui est trop forte, une croissance de taré. 300 boutiques dans le monde, je crois. Ok. Et pour les 300 boutiques dans le monde, enfin le chiffre d'affaires, mais même mieux encore, le bénéfice par boutique, il n'y a pas mieux en fait. Dans toutes les actions du monde, il n'y a Ah pas bah, mieux elle que ça. est Donc incroyable. c'est vraiment fou. Et en plus c'est fait main, c'est un Ouais, truc c'est de vraiment fou, quoi. du luxe. Ouais. Hermès, c'est vraiment du luxe. Ouais, Pas c'est comme le LVMH, l'artisan, ça se quoi, négocie. l'artisan du Ouais, luxe. c'est très très fou. Ouais, on a de belles boîtes, hein, franchement, en France. Alors, mon profil d'investisseur, en fait, le... il y a ce que je préconise pour une majorité de gens et ce Mhm. que je fais. Ouais. Je pense que les ETF, c'est une excellente solution, au moins pour débuter, pour faire le moins d'erreurs possible, quoi qu'il arrive. Parce que, de toute façon, si tu investis dans des indices et des indices assez larges, généralement, je veux dire, ta marge d'erreur est quand même vachement réduite par rapport à j'achète Air France, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais personnellement, moi, j'aime beaucoup faire du stock picking, donc vraiment choisir mes actions et aller dénicher un petit peu des pépites. Et pour plein de raisons, mais déjà, il y a les raisons du style chercher à surperformer, chercher à avoir voilà, des performances qui sont intéressantes, etc. Mais en réalité, c'est vraiment pour savoir précisément, connaître précisément ce dans quoi j'investis. Chaque fois que j'investis dans une entreprise, je suis dans une optique de me dire si je suis... comme si j'étais actionnaire de private equity, quoi. C'est-à-dire que je me renseigne vraiment sur l'entreprise, je vis l'entreprise, entre guillemets, et je suis prêt à investir des montants qui sont gros par rapport à relatif, on va dire, à mon patrimoine. Et donc, je suis très stock picking, j'aime bien les small caps. Je pense que les small caps, donc les entreprises petite capitalisation, il y a une belle... je pense qu'il y a une belle opportunité en ce moment, surtout en Europe où on est dans un marché quand même vachement moins efficient. Et Est-ce donc, que du coup tu les loges, excuse-moi je te coupe, ouais. tu les loges dans le PEA PME quand tu fais des small caps? Ouais, les small caps, ouais. Enfin, j'ai un PEA PME. Après, les small caps, c'est éligible au PEA aussi. Une small cap, ce qui me saoule avec le PEA PME, enfin, c'est un truc con, mais c'est juste psychologique. Mais la small cap, au moment où elle devient mid cap, elle est plus. Tu peux plus l'acheter sur le PEA PME. Donc en fait, tu vas toujours l'avoir, mais pour l'acheter, il faudra aller sur ton PEA. Donc psychologiquement, c'est juste chiant d'avoir la même entreprise qui est sur les deux. Enfin voilà, tu vois, c'est. Donc je préfère. En fait, c'est vrai que je les achète naturellement sur le PEA en fait. Mais si elles sont en Europe, ouais, voilà, j'achète sur le PEA, sinon compte titre. Je pense qu'il y a les small caps, il y a de belles opportunités en ce moment parce que on a un écart de valorisation avec des large caps qui est gigantesque, qui est un des plus grands historiques. Et la dernière fois que ça s'était produit, enfin les 2-3 dernières fois que ça s'était produit, forcément il y a toujours un retournement de tendance puisque ça s'équilibre en fait avec le temps. Maintenant le retournement de tendance, est-ce qu'il est demain, est-ce qu'il est dans 2 ans, dans 5 ans, ça on peut pas le prédire. Mais en tout cas, je pense qu'on a des entreprises qui sont intéressantes et à des prix qui sont quand même vachement attractifs. Ok, donc un profil plus axé sur le stock picking, c'est-à-dire un peu plus actif, ouais, bien sûr. Je suis d'accord, hein, c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, déjà tout le monde devrait être exposé à la bourse. Ouais, je pense. De la même manière que tout le monde devrait avoir à minima, à mon sens, remplir au moins son livret A avant d'investir en bourse. Ouais. Et si tu peux ouvrir un LEP, encore mieux parce que le taux est plus élevé et en plus c'est défiscalisé. Enfin, tu payes pas d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux. Donc ça, pour le LEP,
pour le LEP, donc livret d'épargne populaire, le livret LDDS, livret développement durable et solidaire. Et Donc, c'est liquide, c'est hyper liquide. c'est hyper Tu liquide, retires ton quoi. argent quand tu veux. Quoi. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est tellement liquide et ça avantage pas les banques que moi, j'ai petite anecdote, ma mère est allée chez le banquier et son PEL, plan d'épargne logement, se termine là dans quelques mois. Et elle lui dit, bah, du coup, j'aimerais pouvoir mettre sur le LDDS. Moi, je lui ai dit, remplis d'abord ton LDDS, ton livret A et ton PEL. Elle est éligible au PEL. Et en fait, le banquier, non, ouvre un compte d'épargne, mais de la banque. Tu vois, mais c'est illiquide. Ah ouais. Et c'est un compte. Merde, Rémunéré 2%. non, c'est un truc je crois qu'il est à 3%, mais du coup soumis aux prélèvements sociaux donc au PFU hein, et à l'IR. Mais tu ne pourras pas toucher à ton argent. Mais c'est complètement débile. Parce que dessus, il touche plus de rétrocession que sur un livret réglementé. Quoi. Donc bon, déjà, faire attention aux banquiers. Et par rapport aux ETF, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde doit privilégier ce mode d'investissement. C'est clair. Mais après, voilà, il y a ETF et ETF, c'est-à-dire que l'ETF chinois, ça, il faut le fuir. Ouais, mais je suis d'accord. Bon, on peut en parler, mais... Et du coup, ça permet aussi de faire la transition. Moi, je pense que tu sais, tout ce qui est BRICS, donc Chine, je fuis. Russie, je fuis. Inde, je fuis. Allez, peut-être Brésil, ça peut être plus intéressant. Afrique du Sud, je fuis. C'est un pays en plus qui est... l'Afrique, c'est le bordel complet. C'est et je crois que je les ai tous dit. Afrique du Sud, Russie, Inde, Russie, Chine. Voilà. Mais Chine, Russie, je sais que la Chine, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce pays. Mais moi, hors de question que je mette un seul centime sur ce pays pourri, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est une transition, je trouve, qui est vraiment parfaitement bien amenée. Ouais, alors, les fameux pays émergents, la première des choses, c'est que c'est une très mauvaise idée, selon moi, d'investir dans des indices des pays émergents. On le voit de toute façon. Le MSCI Emerging Market, ça fait très 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 longtemps qu'il surperforme plus le World, tu vois, des pays qui sont mais si on te dit, mais regarde, depuis 1990... mais voilà, c'est ça, c'est toujours... voilà, c'est ça. Parce que les années 90, justement, les pays émergents ont explosé. Ouais, voilà. C'est pour ça que la Chine, c'est la période où elle a le plus explosé. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, et ça, tu as des études qui le montrent, la croissance du PIB d'un pays n'est pas égale, voire inversement corrélée, à la croissance des marchés du pays. Ça m'énerve quand j'entends des personnes me dire le PIB, la croissance non, mais ça n'a rien à voir, de ce pays est élevé. Croissance à deux chiffres. Donc il faut investir en... Mais ça n'a rien à voir. Pas du tout, Les mecs, ils confondent stock et flux. Ouais, exactement. Ça me saoule. C'est clair. Et en fait, ce qui est... donc du coup, ça, c'est la première chose. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que la croissance d'un marché est liée à la sous-évaluation. En gros, si tu as des PER bas, ça va surperformer. Ça devrait surperformer à l'avenir. Tu vas toujours mettre du conditionnel en bourse. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un marché où les États-Unis, le PER est hyper élevé, même historiquement. Alors on peut le justifier, il y a plus de particuliers, il y a plus de flux, il y a le S&P 500, de plus en plus de TF, etc. Donc on peut justifier un PER plus élevé, mais toujours est-il qu'il est hyper élevé. Donc on a des entreprises qui seraient en tout cas trop chères. Quand tu vois un Nvidia, je sais plus, j'ai regardé il y a 2 semaines, ça a peut-être changé, mais un Nvidia, tu vois, c'est un PER de 70. Pour moi, il y a même une très bonne croissance. Faut le justifier quand même, le PER de 70. Mais Nvidia, c'est puissant. Ouais, non, mais bien sûr. Mais là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je serais moins à l'aise d'investir dans un PER, Nvidia, un PER de 70. Ah oui, non, peut-être que quand le PER était de 20 ou de 30, ok. Mais bon, après, à posteriori, on peut tous dire, putain, si j'avais su. Ouais, voilà, ça, non, mais bien sûr. C'est comme Hermès, en fait. Est-ce qu'on est ok pour investir dans Hermès avec un PER de 55 ? Ça dépend qui. Je suis pas sûr qu'il était à 55 quand tu l'as acheté. Non, vu qu'il était, il était clairement plus bas. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, en fait, moi, je me fixe des limites, on va dire, en termes de valorisation, parce que c'est comme t'achètes pas un appartement en immobilier. Selon toi, s'il vaut 100 000 euros, tu vas pas l'acheter 200 000. Même si l'immobilier va monter, tu vas pas l'acheter 2 fois plus cher, tu vois. Et c'est cette même philosophie. Excuse-moi, juste. Est-ce que tu peux peut-être définir PER, tout ça pour le PER, en fait, il faut réfléchir. De toute façon, à chaque fois en bourse, il faut réfléchir en immobilier, parce que l'immobilier,
on le comprend tous. La bourse, personne, moi inclus, on le comprend pas trop, donc on essaye toujours de recalibrer avec l'IMO. En fait, il faut se dire que si demain, je regarde quelle caméra d'ailleurs? Je regarde celle que tu veux. Ok. Si demain, vous achetez un appartement cash, hein, on va faire très simple, on va pas mettre l'endettement en jeu, vous achetez un appartement cash à 100 000 euros, et cet appartement cash, à la fin de l'année, il vous rapporte 10 000 euros de loyer net. Donc de loyer après les charges, après les impôts, etc. Vraiment 10 000 euros net de bénéfices. Vous l'achetez 100 000 euros, il vous rapporte 10 000 euros. Et ben ça veut dire que vous avez un PER de 100 divisé par 10, et donc de 10. C'est ça le PER. Et donc si vous achetez ce même appartement qui vous rapporte toujours 10 000 euros de loyer, mais que vous l'achetez 500 000 euros, vous avez un PER de 50. Et la question c'est à quel prix vous êtes prêt à payer un appartement qui vous apporte 10 000 euros de loyer. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que vous n'allez pas le payer 10 millions. Vous n'allez pas payer un appartement 10 millions pour qu'il vous rapporte 10 000. Là, c'est vraiment, vous avez perdu. Et bah pourtant, c'est ce que des gens ont fait quand ils ont acheté Tesla à un PER de 1000. Et c'est ça, c'est toujours ça. Et donc, plus le PER est bas, dans la théorie, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais dans la théorie, en gros, plus le PER est bas, mieux c'est. Je sais pas si c'est clair ou pas. Oui, en gros, si le PER est de 10, il va falloir 10 ans de bénéfices pour pouvoir acheter une action. Mais là où il faut là, dans ce cas-là, l'immobilier. C'est ça, exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'en Chine aujourd'hui, on a des PER qui sont extrêmement bas. En Inde, c'est très élevé. Donc moi, j'investirais pas en Inde. Mais la Chine, on a des entreprises qui sont des machines à cash, qui sont vraiment des machines à cash, et qui sont à des PER historiquement les plus bas qu'on ait eu. Mais ça s'explique, tout s'explique en fait, parce que la bourse, tout se justifie en bourse. C'est bien, je vais pouvoir te lancer du coup sur la Chine. Avec plaisir, parce que je sais que c'est là où tu veux m'amener depuis tout à l'heure. Ouais, en plus, j'ai horreur de la Chine, quoi. Et la Chine, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde fuit la Chine, parce que plus risqué, parce que VIE. Donc en gros, ça passe par des intermédiaires, etc. Non, mais il faut le savoir. En fait, quand on investit en Chine, tout s'explique. C'est-à-dire que c'est forcément plus risqué. Et donc on va mettre une partie de notre capital. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Une partie de mon capital à plus gros risque pour chercher du plus gros rendement. Et donc c'est ça, ce truc-là. C'est un risque, on va dire, que je suis prêt à prendre. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il faut faire très gaffe à la Chine quand même. Donc en fait, faut vraiment mesurer, on va dire, le risque qu'on met. Je ne mettrai pas, par exemple, tout mon patrimoine en Chine. Toi. Parce que tu vois, j'entends que tu t'acceptes de prendre un risque supplémentaire et investir en Chine. Moi, à titre personnel, bon, déjà, je fuis. Moi, je ne vais pas me répéter, mais je fuis ce pays. Et si je dois prendre plus de risques, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et puis, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y a plein de personnes qui seront d'accord avec moi. C'est juste, et après, c'est chacun ses idées. Ouais, bien sûr. Mais moi, par exemple, si je dois prendre plus de risques, tant qu'à faire, je préfère prendre plus de risques dans des actifs plus exotiques. Donc, c'est-à-dire une classe d'actifs potentiellement différente des actions. Mais éviter quand même la Chine. Ça va être du private equity, ça va être des crypto-monnaies, ça va être créer une entreprise par exemple aussi, où là il y a quand même énormément de risques. C'est certainement l'actif le plus risqué, créer sa propre entreprise, et parce que tu mobilises aussi ton capital, ou si tu fais recours à la dette, donc l'endettement, mais ça suppose un capital futur du coup, qui est mis en péril entre guillemets. Mais j'évite quand même la Chine pour, premièrement, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les VIE. Et deuxièmement, le PER, c'est sûr qu'il y a plein d'études, mais d'un autre côté, je me dis, parce que après j'essaye de retourner le problème, donc price earning ratio, donc il faut prendre le bénéfice par action, et qu'on le compare par rapport au prix qu'on paye, et donc combien d'années je vais devoir recevoir des bénéfices par action pour pouvoir acheter une action. Donc si je suis sur 55 ou 1000 dans le cas de Tesla, il va falloir 1000 ans de bénéfices pour pouvoir acheter une action. Mais d'un autre côté, je me dis, je peux quand même bénéficier d'une revalorisation de la bourse si, de manière conjointe avec le prix qui se revalorise, et donc le bénéfice qui reste très stable, c'est-à-dire que le PER augmente, si l'entreprise parvient à faire croître ses bénéfices de concert avec son prix, exactement, je peux maintenir un PER élevé, donc stabiliser un PER élevé sur la durée, tout en profitant d'une revalorisation de la bourse. Donc, après, je suis d'accord qu'il y a des extrêmes à ne pas atteindre, c'est-à-dire que quand je dépasse, en principe on dit dès que je dépasse 25 en PER, je commence à être survalorisé. Bon, aux États-Unis on y est. Après voilà, il y a des extrêmes. Quand tu dépasses les 1000, là c'est clairement une bulle. D'ailleurs Tesla s'est cassé la gueule. Il reprend un petit peu, mais voilà. Mais Tesla est bien en ce moment. Voilà, il est bien, mais c'est vrai qu'il est trop monté. Et là d'ailleurs il a bien chuté, même si son PER reste élevé. Mais il a chuté de 60% en doublant ses bénéfices. Et je crois que le PER est toujours à 50 ou un truc comme ça. Et donc, tu vois, tu te dis, tu pourrais avoir, parce que pour être propriétaire d'une Tesla, tu vois, c'est comme l'iPhone.
moi, je pourrais pas changer de téléphone. Après, il y a plein qui vont dire moi, je prends Android, etc. Mais c'est vrai qu'en étant iPhone, après, tu as du mal à passer à autre chose. Et là, pareil, je changerai pour rien au monde ma voiture. Alors après, peut-être qu'il y a des voitures, et il y en a probablement qui sont mieux, et je les ai pas testées, donc je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont une puissance d'attraction vis-à-vis de la marque T'as et une de Tesla ? fidélisation. Oui. Incroyable. Et de fidélisation, mais c'est incroyable. Ouais. C'est le confort de conduite Mm. est incroyable, l'expérience utilisateur est incroyable, l'autonomie est incroyable, et le rapport qualité-prix est tout simplement extraordinaire. Ouais, bien sûr. Et donc, quand tu as testé, c'est pour acheter une entreprise, je pense qu'il faut aussi tester le produit pour être convaincu, mais après il ne faut pas tomber dans le piège de se dire j'achète cette entreprise parce que je suis Ouais, moi, je consommateur de pense ce que produit. Il ça, faut faire très attention. Ouais. Mais juste comprendre un petit peu le fonctionnement du produit et comprendre le fonctionnement de la boîte pour pouvoir mieux appréhender l'investissement par la suite, quoi. Bah, je suis d'accord, mais en fait, il y a plein de trucs. C'est que, ouais, en fait, ce que tu décris, c'est tout simplement un avantage concurrentiel. C'est-à-dire, en fait, est-ce que l'entreprise, elle arrive est-ce que Apple, on va préférer acheter un iPhone qu'acheter un Samsung, quoi, par Bien exemple. sûr. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Tesla, c'est pareil. En fait, c'est les entreprises qui développent un avantage concurrentiel de taré, une image de marque qui est tellement forte qu'en fait, tu as confiance. Sans avoir jamais dédié jusqu'à très récemment de budget pub en plus. Donc voilà. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est assez fou. Et puis Tesla, il y a aussi le fait qu'ils aient énormément de data, et donc ça se monétise, etc. Donc Tesla, c'est vraiment fort. Une caméra à l'intérieur. Hein. Ouais, non mais... mais Tesla, je trouve que c'est une entreprise qui est exceptionnelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'elle est, je dirais pas qu'elle est justement évaluée, mais quand même, c'est vraiment beaucoup moins déconnant qu'il y a 2 ans. Quand tu regardes les états financiers de Tesla, c'est impressionnant. Quand tu lis les rapports, etc., c'est impressionnant. C'est une entreprise exceptionnelle. Ouais. Mais en Chine, en fait, ce qu'on a, c'est pas qu'une question de PER, c'est que tu as des machines à cash. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui ont des ratios de rentabilité qui sont exceptionnels, c'est-à-dire en fait qui gèrent vraiment, on pense toujours qu'il faut l'entreprise du siècle, etc. Surtout quand on débute en bourse, on a l'impression que il faut le chat GPT, quoi, tu vois, voilà, c'est ça, ou le nouveau Amazon, etc. En fait, il faut simplement une entreprise qui fait du cash, qui est pas cher. Et si tu as une entreprise qui génère vraiment du cash flow, qui est pas très cher, etc., qui a une augmentation des bénéfices, tout ça, c'est hyper intéressant, tu vois. Et là, c'est toujours la question de quelle est la rentabilité du capital que j'investis dans l'entreprise. Et quand tu as ça, c'est William Higgins qui met toujours ça en avant. En fait, la bourse, si tu veux vraiment analyser les entreprises, c'est rentabilité du capital investi, fort ROE, ROCE, etc. Faible PER, donc on l'achète pas trop cher. Et prévisibilité / croissance des revenus. En vrai, c'est pas trop plus compliqué que ça. Bon, bien sûr, faut aller chercher un peu plus loin, mais déjà, si tu as tout ça, que tu achètes une entreprise qui a tout ça, bah c'est vachement rassurant. Oui, bien sûr. Ouais. Et ce qui est cool avec la Chine, moi je suis d'accord avec toi, c'est qu'on peut partir sur d'autres types de classes d'actifs, par exemple la crypto, le crowdfunding, etc., qui ont des potentiels de rendement plus élevés, et le risque aussi qui va avec. Mais je comprends moins ces classes d'actifs. Le private equity, c'est pas liquide. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Le crowdfunding, je trouve que c'est trop risqué. Crowdfunding, en fait, c'est que tu te bases... Enfin, c'est vraiment... On est sur les prémices d'un projet, etc. Donc pour moi, c'est trop risqué. Et la crypto, c'est quelque chose que je comprends pas assez. Okay. Alors qu'une entreprise, c'est simple, en fait. Une entreprise, c'est un business model. Et après, le business model, est-ce qu'il est rentable, pas rentable? Est-ce que globalement, c'est bien géré ou pas? Et donc... une entreprise, globalement, si tu sais analyser une entreprise en France, tu sais analyser une entreprise américaine, etc. C'est à peu près le même concept, c'est le marché, comment tu te positionnes, qu'est-ce que tu fais de ton argent et tout. Bilan comptable. Ouais. Après, voilà, il faut avoir aussi des notions de comptabilité. Il faut apprendre ça quand même. Il faut apprendre et par rapport à l'achat. Alors, par rapport aux actifs, effectivement, je suis d'accord avec toi. Si tu ne comprends pas l'actif, il ne faut pas mettre d'argent dedans. Il faut un minima se former. Et pour la Chine, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, les VIE. D'ailleurs, si tu veux un petit peu expliquer ce que c'est, et puis après je peux aussi... En gros, version courte, on peut pas investir dans les entreprises directement en Chine. On va faire version très courte. Donc on passe par des entreprises intermédiaires en fait, dans des paradis fiscaux pour investir directement. Tout ça c'est détaillé, donc d'où l'importance de lire les rapports annuels des entreprises, surtout si vous investissez dans des pays quand même où vous êtes moins à l'aise, ou en tout cas dans des entreprises qui sont plus petites, etc. Il faut toujours lire les rapports financiers. Donc tout ça c'est détaillé dans les rapports financiers, ils expliquent à chaque fois les montages, etc. qui sont utilisés. Tout le monde la majorité des investisseurs le savent. Et je pense que alors les institutionnels, les institutionnels, je parle. Et les gens comme toi qui s'y intéressent, mais moi je pense qu'il y a plein de petits porteurs
qui en sont même pas conscients. Hein. Après, ils investissent pas en Chine. À la limite, dans Alibaba, mais c'est tout. Oui, voilà. Ou Non, mais ce que je veux Tencent, dire, ou c'est qu'il y a des personnes qui disent soit j'investis en Chine, soit j'ai envie d'investir en Chine, Ouais. mais qui connaissent pas du tout ces mécanismes. Quoi. Tu dis, bon, essaye de les comprendre. Quoi. Et c'est pour ça que, bah, justement, c'est intéressant que tu lances là-dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire pourquoi c'est aussi peu évalué, pourquoi c'est autant sous-évalué. En fait, tout s'explique. Pourquoi Nvidia est aussi surévalué? C'est parce qu'Nvidia a de la croissance. Donc c'est pour ça que ça explique ça. Et la Chine, c'est à ce point sous-évalué parce que c'est risqué. Parce qu'il y a ce concept de VIE, donc d'intermédiaire. En fait, on n'investit pas dans la société, on n'est pas propriétaire de la société, on passe par des intermédiaires. Il y a le fait que, potentiel conflit en Chine, il y a la politique du pays aussi. Donc en fait, du jour au lendemain, Jack Ma peut disparaître. Donc c'est quand même, voilà, ça peut arriver. Non, mais c'est vrai que c'est des gros risques. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des entreprises qui s'achètent une bouchée de pain et qui sont des machines à cash. Donc en fait, c'est aussi ça. Il faut savoir le risque qu'on prend. Il ne faut pas se dire que tout est beau, tout est rose. Au contraire, c'est vrai qu'il y a des opportunités, mais potentiellement qui sont aussi très risquées par rapport au capital. Moi, ce qui m'embête avec l'investissement en Chine, c'est que, comme tu disais, donc, présence des VIE, et donc, tu n'es pas propriétaire de tes actions. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, alors après, il y a au nominatif, porteur, etc. Ça, il y a plusieurs catégories, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais quand tu achètes des actions, je te disais par exemple, j'ai des actions de Hermès, c'est déposé auprès d'un dépositaire central. Si le courtier fait faillite, ça peut mettre un peu de temps, mais ils sauront que ce sont mes actions. Donc j'ai un titre de propriété. Quand j'achète des actions chinoises, ou a priori je pense acheter des actions chinoises, j'achète les titres d'une entreprise qui est une coquille vide en fait, et qui a un contrat d'échange de flux, une sorte de swap, avec la vraie entreprise chinoise. Ça, par rapport à la réglementation chinoise, c'est censé être interdit. Parce que la Chine interdit, elle a 4 listes négatives, et elle interdit la présence d'investisseurs étrangers au capital de certaines entreprises. Alors pas toutes, mais il y a des secteurs censés être, j'ai plus le terme, mais on a Nono qui à chaque fois dit c'est un secteur important, j'ai plus le terme exact, stratégique, hein, donc des secteurs stratégiques dans lesquels les porteurs étrangers ne peuvent pas intervenir. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que les flux étrangers, et surtout des États-Unis, sont colossaux, et que la Chine a besoin de faire rentrer des flux pour investir, et donc ils ont trouvé un moyen détourné de faire rentrer des flux au travers de cette coquille vide. Bien sûr. Pour l'instant, tant que ça tient, mais on sait qu'on a un renforcement du pouvoir aux grandes dames de certains qui nous vantent quand même la Chine comme le prochain pays qui va surpasser le monde entier. Ou des fois on entend, et moi c'est paradoxal, on entend des mecs qui se disent « moi je suis libéral ». Mais vive la Chine, tu sais, c'est moi je suis libéral, mais vive l'URSS. Et très souvent, les libéraux, ils vont te dire que la France et l'Occident, etc., c'est pas du tout libéral, c'est des dictatures, mais derrière, ils vont te vendre comme ça. Quoi. Attention, dictature française, mais vive la Chine. Voilà, c'est ça, exactement. Pour moi, t'es pas libéral. Moi, je me considère libéral-libertarien, et je peux te dire qu'il est hors de question que je vante le régime chinois. Mais ça, c'est vrai. Ça, sur ça, je te rejoins totalement. Sois cohérent, quoi. Ouais, bien sûr. Maintenant, si tu te dis, moi, je suis un rouge, ok, je comprends, mais me vante pas la Chine alors que c'est clair. Tu te dis libéral, quoi. Et du coup, déjà, premièrement, je peux pas investir dans un pays avec lequel je partage pas le régime démocratique, entre guillemets, sachant que la Chine, le premier article de la Constitution, c'est « La Chine est une dictature démocratique ou populaire », je sais plus exactement le terme, mais il dit bien que c'est une dictature. D'accord ? Donc, il faut bien rester conscient de ça. Et donc, comme tu disais, d'où ça s'est vu que le gérant d'une entreprise peut disparaître plusieurs semaines, et que tant que tout va bien, on accepte ce moyen détourné de faire rentrer des flux étrangers, et donc d'envoyer les bénéfices à la coquille vide parce que ça nous arrange. Mais le jour où ça lui pète, à Xi, le collègue, moi je veux intervenir dans le secteur technologique, les jeux vidéo, etc. Donc, dès que ça lui pète, est-ce qu'il n'interviendra pas, il n'interdira pas ses VIE, tu vois. Donc il y a toujours ce risque qui plane. C'est pas dans son intérêt en tout cas aujourd'hui, mais on sait comment ça peut péter du jour au lendemain, et on le voit avec les conflits internationaux, et c'est pour ça que moi en tout cas je reste loin de ces investissements, notamment chinois, quoi. Ouais, non mais ça se défend totalement, je suis d'accord même. Donc voilà, pour la Chine, et tu disais machine à cash, je voulais aussi te lancer sur est-ce que et ça serait intéressant de voir un petit peu ton point de vue sur les dividendes notamment.
Ouais. Est-ce que tu le fais pour recevoir des dividendes? Pourquoi tu le fais concrètement? Non, les dividendes, moi je suis neutre vis-à-vis des dividendes. En gros, t'as les deux, j'ai l'impression que t'as tu sais, les deux trucs, genre les gens pro-dividendes, avec la stratégie à dividendes, etc. Donc très importée des Américains, en fait, Hmm. finalement, cette stratégie-là. Parce que revenus passifs, prévisibilité des revenus, etc., etc. Très souvent, en fait, c'est vers les dividendes king, aristocrates, tout ça. Et après, tu as ceux qui vont dire que le dividende n'enrichit pas l'actionnaire, parce que le dividende, en gros, c'est tu as 100 € sur ton compte, tu retires 10 € au distributeur, il te reste 90 € sur ton compte, tu as 10 € en cash. En plus, tu vas payer des impôts sur ces 10 €, donc tu as un frottement fiscal. Et donc, finalement, ça enrichit pas, voire même c'est carrément mauvais, parce que Mhm. d'un point de vue, quand tu capitalises, tu crées ta richesse, bah en fait, tu as ce frottement fiscal français qui vient tout Et le en temps plus des frais gratter. si tu les réinvestis En après. plus de frais de courtage, en plus de temps de réinvestissement, si tu n'achètes pas de fraction d'action par exemple, bah, tu as ce temps de réinvestissement, etc. Donc c'est clair que d'un point de vue pragmatique, les dividendes, c'est plutôt mauvais presque, parce que ça, non seulement ça t'enrichit pas, mais en plus voilà, tu tapes des frais supplémentaires. Je vois l'aspect psychologique où c'est prévisibilité des revenus. C'est vrai que bah, c'est des revenus généralement plus stables en période de crise, puisque Mhm. forcément tu as au moins les dividendes qui compensent et tout. Moi, je suis neutre, c'est-à-dire que j'achète mes entreprises juste pour la qualité. Si elles versent des dividendes, bah, ça fait du cash qui rentre, même s'il y a des impôts. Si elles versent pas de dividendes, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a la plus-value qui est là. Mais par contre, je regarde de plus en plus si effectivement ils font des choses dans l'intérêt de l'actionnaire ou pas. Et ça, il y a plusieurs critères. Déjà, est-ce que les dirigeants sont actionnaires? Mhm. Ça, pour moi, c'est la Ah ouais, base. ouais, totalement. Ça, c'est la base. Typiquement, Hermès, des sociétés du luxe comme Hermès, LVMH, etc., c'est très rassurant de voir ça. Et qui plus est, excuse-moi, je te coupe, Ouais. quand il y a l'implication de la famille, ça La famille, c'est généralement. génial. C'est génial. C'est prouvé, hein, d'ailleurs, 2% de plus historiquement par rapport à. C'est incroyable. Une société familiale, bah, évidemment, c'est hyper intéressant. Il y a donc ce qu'elle fait de son cash. Donc, il y a les dividendes, mais il y a aussi les rachats d'actions, qui Mhm. sont finalement un dividende défiscalisé, parce que Mhm. c'est une rémunération de l'actionnaire, parce que ça augmente la valeur de l'action, mais sans passer par la case impôt, en gros. Et il y a. Comment ça s'appelle? Bah, en fait, tu regardes en fait ce qu'ils font des bénéfices, quoi. Tu vois, est-ce qu'ils réinvestissent? Est-ce que tu as l'impression ils gèrent le cash un peu n'importe comment? Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des actionnaires, etc. Quoi. Tu vois, il y a des entreprises qui font énormément de bénéfices, qui dépensent tout en capex, qui font n'importe quoi, qui savent pas quoi faire, Oui, totalement. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises comme les GAFAM, tu vois, qui se lancent dans les dividendes parce qu'elles arrivent à maturité et donc elles sont là, on veut garder les actionnaires et puis on veut les Ouais. récompenser, etc. Et parce que je te pose la question parce que surtout quand tu démarres, tu vois, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu les deux écoles quand tu démarres en bourse. C'est ETF d'abord, capitalisant, non, action à dividende. alors ça, non mais t'es intéressé par le trading Ouais, et quand tu comprends classique. que t'es en train de faire une connerie, et je reste poli, et que bah, c'est pas ça qu'il faut, C'est clair. ouais, faut pas que tu t'intéresses au trading parce que tu vas perdre de l'argent. Et là, je vais me faire plein d'ennemis, mais Non, mais je connais pas c'est un vrai. seul, je connais pas un seul mec qui m'ait dit oh le trading ça marche, etc. Qui investit lui-même des dizaines et des dizaines de Ouais. milliers d'euros. Par contre, peut-être qu'ils font des formations en trading. Exactement. Et après, tu as la deuxième branche, quand tu commences à t'intéresser, du coup, tu as compris que le trading, il faut laisser, Ouais. et encore plus si c'est du copy trading, et commence à s'intéresser à la bourse, à la vraie Mm. bourse, au vrai investissement long terme, sur le prisme des dividendes. Mm. Enfin, vraiment, gros dividendes, etc. Mm. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que moi, je vais avoir aussi plutôt un point de vue neutre, mais un peu plus sur le. Si tu investis pour les dividendes, non, fais pas ça. Ouais, ouais, je suis Je veux dire, plus. faut pas que ce soit un déterminant. Et c'est là où je te rejoins que Mm. s'ils versent des dividendes, bon ben, ils versent des dividendes, qu'est-ce que je te dise. Mais il faut pas que ce soit de la même manière que tu dois pas entrevoir l'investissement comme ah ben ça me permet de défiscaliser, d'accord. C'est pas, Mm. ça doit pas être ton critère principal de dire j'investis parce que je vais payer moins d'impôts. C'est j'investis pour avoir la bonne Mm. performance et puis j'optimise mon imposition. Ben, de la même manière, Exactement. je vais pas investir Ouais. parce que l'entreprise verse des dividendes. Si elle verse des dividendes, ben écoute, elle verse des Mm. dividendes, mais ça ne doit pas être perçu comme un vecteur d'enrichissement. Parce que comme tu le dis très bien, c'est un biais de comptabilité, hein, Ouais. c'est un biais cognitif. Et verser des dividendes, bon, ben effectivement, je convertis, en fait, c'est comme si j'avais de l'argent qui est dans l'entreprise et que je vais au C'est distributeur, ça. sans compter les frottements fiscaux, frottements De de frais. réinvestissement. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être nuancé parce que ben, si elle verse des dividendes, tu as quand même transformé un patrimoine illiquide, entre guillemets, ou plus ou moins Totalement liquide, d'accord. Ouais. en quelque chose de liquide qui est le dividende. Donc il y a un certain enrichissement d'un point de vue de la liquidité.
Mais voilà, il ne faut pas que ce soit investir en bourse parce qu'elle verse des dividendes. C'est une débilité, moi, je trouve ça complètement con. Surtout quand tu es jeune, profite de l'intérêt capitalisé. Mais Et clairement. plus tu vas avoir de la durée devant toi, plus tu devrais Il faut capitaliser optimiser, et ouais. éviter la fiscalité et éviter les frais Ouais. au plus possible, quoi. Mais il y a une anecdote, c'est que moi j'avais un abonné justement qui m'avait dit ouais j'investis dans Nexity. Je sais pas si tu as suivi Nexity. Ouais. En gros Nexity, chaque année ils versent 10% de dividendes, mais pas parce que, pas parce que l'entreprise est exceptionnelle, c'est que chaque année ils perdent 50% en bourse en fait. Et donc en fait... Pour attirer les investisseurs. Exactement. Et en gros ils versent des gros dividendes. Donc le principe de Nexity c'est... en gros, c'est de la VFA, quoi. Tu vois, donc de l'achat, c'est du neuf, en gros, en immobilier, on va dire. Pour Vente faire en très état simple. futur d'achèvement. Voilà, ouais, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une entreprise qui est objectivement mauvaise. Si tu regardes, après, enfin, subjectivement mauvaise, pardon. Non, mais après, Mais compte tenu des au bout d'un critères moment, voilà, c'est financiers, ça. Quand tu regardes les bon. critères financiers, ils sont pas du tout bons. Donc il faut faire gaffe, d'où le fait d'acheter de la qualité. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, l'année suivante, elle a carrément versé 20% de dividendes. C'est pas qu'elle a doublé ses dividendes, c'est qu'elle a perdu 50% de sa valeur en bourse. Et cette année, elle n'a pas versé de dividendes. Et en fait, c'est ça, moi je te rejoins totalement, c'est qu'il faut pas regarder, si on est vraiment intéressé par les dividendes, il faut pas regarder une entreprise pour ses dividendes, ni par son historique de dividendes. Il faut regarder la qualité pour savoir si elle est capable de continuer de verser des dividendes, voire de les augmenter Bien sûr. à long terme. Parce qu'il y a aussi plein d'entreprises aristocrates qui n'augmentent pas qui augmentent les dividendes de peut-être 1%, mais quand tu as une inflation à 3%, bah, tu as finalement une baisse de tes revenus. En termes réels, ouais. Et en termes réels, voilà, exactement. Donc il faut vraiment raisonner comme ça, c'est-à-dire quelle entreprise est capable, je sais pas, d'augmenter ses dividendes, idéalement de 10% par an, pendant au moins les 10 prochaines années, pour avoir vraiment une... si vraiment on est focus dividende. Mais c'est vrai que moi, comme toi, je suis neutre. Puis c'est surtout, tu le disais, après, voilà, il faut avoir aussi cet esprit entrepreneurial, et je pense que comme tu es entrepreneur, tu le comprends mieux. Qui mieux, a priori, que le mec qui joue sa peau? Il y a le livre Nassim Taleb, Jouer sa peau, qui est super intéressant d'ailleurs. Tu l'as lu? Ouais, mais Nassim Taleb, il faut tous les lire. Il est génial. Ouais, ouais. Et donc, jouer sa peau, et en gros, c'est ça, c'est qui mieux que l'entrepreneur ou l'entreprise, qui plus est si l'entrepreneur a des actions et il joue vraiment sa peau, c'est-à-dire que c'est son patrimoine qui chute s'il performe mal en bourse et donc sa boîte fait n'importe quoi, qui mieux que lui sait comment utiliser l'argent de l'entreprise. Je veux dire, toi c'est bien, il va te verser des dividendes, mais moi je préférerais qu'il m'en verse pas, qu'il réinvestisse l'argent en R&D, en recherche et développement, qui perfectionne ses produits, qui perfectionne son marketing, qui perfectionne... Clairement. tout un pan de son entreprise, plutôt qu'il me verse des dividendes. Et alors après, quand tu as des marchés saturés type Total, l'entreprise elle sait même plus quoi en faire de son argent. Et puis en plus, on est constamment en train de lui mettre des barrières de n'investis pas dans ça, n'investis pas dans ça, parce que on va interdire le pétrole. Alors qu'on sait pertinemment que le pétrole, on va en avoir besoin encore pour des décennies et des décennies, quoi qu'en disent les Verts. C'est obligatoire, on ne peut pas vivre là dans cette pièce. Si tu enlèves chaque objet qui est constitué de pétrole d'une plus ou moins grande mesure, tu vides la pièce, quoi. Et d'ailleurs, il y a le livre de Jean-Marc Jancovici, la BD, la fin du monde, où j'ai plus le titre. Super intéressant. Il a fait une BD? Ouais, une BD. Ah, j'ai lu ses livres, je savais pas qu'il avait très fait une intéressant. BD. La BD, c'est un gros livre comme ça. Cool. Et en gros, il dessine, si tu veux, tous les objets d'une maison, et il te montre l'image suivante. Si tu sors de la maison tous les objets constitués de pétrole, en fait la maison elle est vide. Il reste plus rien. Ouais. Ouais. Ça, il est très bon, il est très pragmatique, Jean-Marc Jancovici. Et c'est pour ça que quand tu te dis, les gens ils te disent on va vivre sans pétrole et 100% renouvelable, je pense que tu n'as pas conscience que ta maison tu peux déjà la vider, quoi. Donc voilà, quand tu as ce genre d'entreprise qui effectivement est pleine de cash et elle sait plus quoi en faire, ou même Apple qui est aujourd'hui saturé de cash, ils savent même plus quoi en faire. Bon, ils ont vidé leur cash, Apple. Hein. Oui, voilà, ils ont vidé leur cash. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, oui, voilà, c'est ça. En fait, ils font des bénéfices de cash. Voilà, je veux dire, pourquoi pas, mais une entreprise qui verse des dividendes juste pour racheter pour acheter ses investisseurs d'une certaine manière, ça c'est complètement débile. Et en fait, mais tu as tout résumé. C'est-à-dire que si on veut des dividendes, en gros, l'entreprise, elle va toujours suivre 4 phases, lancement, croissance, maturité, déclin. Si on est dans une phase de croissance, c'est évident que c'est une mauvaise idée de verser des dividendes. Et donc, quand vous voyez des entreprises qui sont en phase de croissance,
qui versent des dividendes, bah, il faut s'en méfier parce qu'en fait, ils essayent juste d'attirer du capital, mais c'est pas du tout quelque chose d'intéressant. Et au contraire, c'est du cash qui serait, comme tu dis, beaucoup mieux réinvesti dans la R&D, dans d'autres projets, dans des acquisitions, pourquoi pas, dans plein de choses. Ça serait beaucoup mieux réinvesti. Une fois qu'elle arrive, comme tu dis, en phase de maturité, bah en gros, c'est de l'optimisation tout le temps et en fait, ça tourne, quoi. C'est-à-dire que le cash rentre, comme tu dis, Apple, c'est incroyable. Enfin voilà, c'est du cash qui rentre à foison. Et donc là, dans ce cas-là, forcément, elle récompense entre guillemets ses actionnaires. C'est différent, c'est une autre approche, mais il faut savoir où est-ce qu'elle est son entreprise. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Si on a une entreprise en maturité, bah, on aura moins de rendement potentiel à long terme. Si on est en phase de croissance, c'est différent. Totalement. Alors effectivement, bon, alors quand on est par exemple sur des entreprises américaines, là on est plus sur le compte titre. Et là, je sais qu'il y a eu, on en discutait tout à l'heure hors caméra, on a un déficit qui n'a strictement rien à voir là, avec l'investissement, mais quoique, déficit colossal en France, qui est pire que ce à quoi on s'attendait. Et donc potentiellement besoin de plus de recettes fiscales. Et là tu me disais, j'avais pas vu cette news par rapport au PEA PME. Exactement. En fait, sur le PEA PME, donc ça sort là en mai, donc je sais pas quand tu vas sortir cet épisode. Je sais pas non plus. Peut-être l'année prochaine, et donc ce sera même Exactement. encore pire. Mais en gros, le PEA PME, effectivement, ils vont. On peut mettre plusieurs types d'actifs dans le PEA PME. Il faudrait que je regarde. Je t'avoue que de tête, je crois que c'était la partie sur le private equity. Petites et moyennes entreprises, alors ça peut être du non-coté, du côté. Ouais, c'est ça, mais il me semble que c'était du non-coté. Sur le côté, je crois qu'ils n'ont rien touché. Mais en gros, ils ont retiré, si tu veux, l'abattement fiscal qu'il y a dans le PEA PME. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as des titres, tu fais des plus-values sur ces titres-là, tu vas payer 30% de flat tax. Et ça, moi, je trouve ça incroyable parce que ça montre à quel point, du jour au lendemain, on peut te dire que en fait, c'est bon, le PEA, à partir de maintenant, tu vas plus payer 17,2 de cotisation sociale. Ou alors, tu vas avoir de l'imposition directement. Tu sais, là, c'est qu'au moment du retrait, tu vas peut-être les avoir directement. Comme sur le compte titre. Comme sur le compte titre. Et en fait, on peut te dire ça du jour au lendemain. Moi, ça, je trouve ça incroyable quand même parce que c'est là que tu te dis que tu peux pas prendre des décisions d'investissement sur 15, 20, 30, 40 ans pour certains, pour les plus jeunes, en te basant sur la fiscalité actuelle. Ouais, bien sûr. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, les décisions, elles se prennent pas par rapport à la fiscalité, à l'avantage fiscal, elles se prennent par rapport au rendement net de frais, de fiscalité, etc. C'est ça le plus important, c'est le rendement. Donc voilà un peu ça. Par rapport même au PEA, hein, je veux dire, si tu regardes, alors aujourd'hui, moins pour les personnes qui ont commencé à investir après 2017, puisque en gros, c'est tu as deux composantes, prélèvements sociaux, qui est à 17,20 aujourd'hui, et impôt sur le revenu, qui est à 12,8%, 12,80. Et quand tu regardes l'évolution des prélèvements sociaux, en 95-96, on était à 0,5, CSG, CRDS, tout ça. On est monté à 15,5 jusqu'en 2017, et on est passé à 17,2. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que ça fait une revalorisation de 3400%. J'aimerais bien avoir cette entre 95 et aujourd'hui, le passage de 0,5 à 17,2. Moi, j'aimerais bien avoir cette même performance en bourse en si peu de temps, en moins de presque 30 ans. Et tu te dis, les personnes qui avaient investi dans le PEA, parce que le PEA existait, et qui étaient à 0,5%, et qui aujourd'hui se mangent du 17,2, alors après, en fonction des années, ton imposition, elle va être différente. Ouais. Et ça, c'est tout un micmac pour les vieux PEA. Moi, quand j'avais été en banque privée, il fallait calculer, en fait, tu avais un tableau, il fallait calculer la fiscalité applicable en fonction de l'année de l'achat de l'action ou où la personne recevait les dividendes. Et donc c'était complètement, enfin c'est le bordel parce qu'il faut avoir en fonction du prorata au moment où la fiscalité a évolué, etc. Parce que c'est à toi de le calculer en plus. Ouais, et c'est à toi de le calculer pour ta déclaration, sinon tu te feras retoquer. Donc c'est trop facile sinon. Mais je pense que même l'administration fiscale a du mal à avoir le vrai résultat quand on sait. Ouais, bah oui. Enfin, quand tu vois comment tu galères toi, tu te dis que c'est pareil. Voilà. Hein. Et donc, effectivement, tu n'es pas à l'abri d'une augmentation des prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu, n'en parlons même pas, sans compter que autant l'impôt sur le revenu, tu peux de toute manière l'optimiser, enfin, tu peux ne pas le payer, autant les prélèvements sociaux, tout le monde y est soumis. Ouais. Et donc, moi, ça me fait rire quand on te dit, ouais, mais attention, je ne sais pas pour faire de la politique ou défendre telle ou telle personne, mais on te dit, ah, Macron, il a baissé l'impôt sur le revenu, etc. Ouais, mais bon, si t'as les prélèvements sociaux qui augmentent, l'impôt sur le revenu, on peut l'éviter, les prélèvements sociaux, on peut pas l'éviter. Parce que quand on te dit, ah, taxe d'habitation, on va l'enlever.
Ouais, D'accord, mais si on augmente la taxe derrière, foncière, c'est ça. Ouais. finalement, on t'enlève d'un côté, mais on t'augmente de l'autre. Et donc, effectivement, là, visiblement, c'est sur le PEA-PME. Ça, par contre, je l'avais pas vu, mais ça pourrait très bien être sur le PEA, Mm. où ça passerait de 17,2 à 20%, pourquoi pas, puisqu'on est passé de 15,5 à 17,2, et même pire, de 0,5 à 17,2. Donc, c'est quand même... Enfin, c'est des malades. Ouais, mais vraiment, hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est malade. Mais t'as une courbe, je crois, qui montrait dans le monde entier l'évolution de l'impôt, donc on va dire de l'IR, donc vraiment l'impôt sur le revenu, versus l'évolution de l'impôt sur, sur les sociétés. Et en fait, tu vois que depuis des années, donc j'ai plus la date en tête, mais imaginons 50-70 ans, tu vois une diminution de l'impôt sur les sociétés et une augmentation de l'impôt sur les revenus. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une ère où il faut de plus en plus se structurer en société et évidemment, il ne faut pas se structurer en société si on est salarié, ça sert à rien, c'est des frais pour rien. Mais réfléchir de plus en plus à entreprendre, à créer des sociétés, comment dire, à générer du cash, on va dire, grâce à ces sociétés et investir grâce à ces sociétés. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une ère où il faut réfléchir justement à ce tournant-là et voir, mais je sais pas ce que tu en penses. Oui, ben investir la trésorerie de sa boîte, Ouais, c'est effectivement, de clair. toute façon, ça c'est indispensable. La seule problématique, c'est que tu vas taper une fiscalité sur les plus-values que tu as obtenues suite à tes investissements. Puis en plus, tu vas après taper encore La flat la tax. fiscalité, la flat tax, Voilà. si tu te verses des dividendes. Donc tu te dis, bon, je fais quoi? Ouais. Là, il faut nous consulter, du coup. Eh ben, écoute, je pense on a fait le tour. Ouais, trop cool. Je te remercie pour ton intervention. Et puis, on te souhaite bien du courage en justice. Bah écoute, franchement, un gros merci pour cette invitation. Vraiment, c'est un grand plaisir. Et de toute façon, on se dit à très vite, hein. Ouais, on se dit à très vite, puisqu'on se voit alors, On se voit souvent. souvent. Ouais, on est amis. Hein. On dirait pas, hein. Merci beaucoup et puis à très vite. À très vite, ouais.